Et là, tout d'un coup, tu te prends cette claque et j'étais là genre, attends, c'est ce qui se passe là? Sirat, la pépite du Festival de Cannes cette année, le film de Oliver Lax, arrive cette semaine sur le cinéma français. Oui, tout à fait. Donc grand prix du jury au dernier Festival de Cannes, très attendu. Film espagnol. Donc Oliver Lax n'en est pas à son premier essai. Quatrième film d'Oliver Lax. Film. Son dernier datant de 2019, Viendra le feu. Moi personnellement, j'avais pas vu. Je ne connaissais pas ce réalisateur. J'ai découvert en fait Oliver Lax grâce au Festival de Cannes cette année. Avant, je ne connaissais vraiment pas beaucoup. Ouais. Après, je me suis un peu renseigné. Là, j'ai vu le film. Ouais. Franchement, révélation de l'année pour moi. On peut revenir sur les détails. Donc, d'abord, on fera peut-être une critique générale. Ça va durer ça sera assez court. Je pense après, on ira peut-être un peu plus dans les spoilers. Ouais. Il y a quand même des choses. C'est quand même un film qui a plusieurs parties. Oui. Où il se passe des choses. Il y a vraiment plusieurs phases dans ce film. Donc, je pense que c'est assez intéressant de discuter de chacune de ces phases. Mais garder la surprise est essentiel. Ouais. Donc, allez voir Sirat. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant si vous voulez. C'est un film qui ressemble à aucun autre, selon moi. Et c'est effectivement, comme tu l'as dit, une des grosses surprises de cette année. Tout à fait. Déjà, on retrouve un peu la recette, enfin la touche personnelle d'Oliver Lax dans sa réalisation, où il a beaucoup recours à des acteurs amateurs, et que dans sa façon de diriger, etc., il est très dans le brut, dans le naturel. Et là, l'histoire est parfaite en fait pour son matériau de travail. L'histoire est juste parfaite. Oui. Donc pour le pitch rapidement, c'est Sergi Lopez qui était à la recherche de sa fille, qui a disparu depuis quelques mois, avec son fils d'une dizaine d'années. Et il se retrouve dans une rave party dans le désert marocain parce que les indices qu'il a pu récolter l'ont emmené là-bas dans la recherche de sa fille. Donc là, il rencontre un groupe de rêveurs avec qui il se lie d'amitié. The Raver. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas en dire plus à partir de là parce que c'est là que l'intrigue commence et commence à avoir vraiment des faits fractures dans le film qui le relancent complètement dans une direction différente. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'as bien aimé toi dans le film? Dans l'ensemble, on est tous les deux à avoir aimé quand même. Ouais. Pas un chef-d'œuvre, mais vraiment un film qui, pour moi, j'insiste sur ce fait qu'il ne ressemble à aucun autre. Exactement. Si on devait un peu donner des parallèles, on est quelque part entre Jerry de Gus Van Sant pour l'aspect contemplatif, le salaire de la peur pour certaines scènes de tension, et puis Mad Max pour quelques scènes de plans dans le désert avec les voitures qui vont un peu vite. Pour moi, un pote m'a demandé de le résumer, je dis c'était Mad Max Prozac. Il y a un peu de ça. Donc c'est vraiment un film qui ne ressemble à aucun autre. Il faut le voir vraiment comme une expérience. Il ne faut pas y penser comme peu importe vos préférences de genre de cinéma. Ce film-là est vraiment à part parce que c'est une vraie expérience complètement différente dans ce qu'on peut voir par rapport à ce qu'on aime. Quoi. Ouais. C'est que, comme tu l'as dit, donc, le seul acteur vraiment de métier, c'est Sergi Lopez. Quel acteur qu'on connaît beaucoup, qu'on connaît beaucoup dans le cinéma français avec... Harry, qui a un ami que vous voulez du bien, qu'elle a révélé à l'époque. Oui, tout à fait. Avec Partir, avec Kristen Scott Thomas, dans les années 2009-2010, je crois. Ricky de François Ozon. Donc il a beaucoup tourné en France, qui parle français. Mais c'est vrai qu'à part ça, à part lui, c'est que des acteurs amateurs, donc vraiment des gens issus du milieu de la rave party, de la fête. On fait un peu, avant de passer aux spoilers, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Ok. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est... Alors, si on parle de cinéma comme une expérience de son et d'image, là, on est servi. Oui. Il y a des images incroyables dans le désert. À un moment, ils passent par un col de montagne et les plans sont incroyables. Donc la musique est quasiment un personnage à part entière dans le film, joue un rôle prépondérant, et musique techno un peu, lancinante, un peu très planante, quasiment trans par moment. Vraiment font de cette expérience une expérience sensorielle. Certaines phases du film, encore une fois, c'est un film en plusieurs étapes. Le scénario est assez... coupe le film quasiment en 3 actes. Oui. Il y a vraiment des étapes qui sont très très prenantes, d'autres un peu moins. Toi, des choses que tu as aimées dans ce que j'ai pas cité? Ce que j'ai aimé, c'est... le film a été tourné en 16 mm. Ouais. Donc on voit vraiment le traitement de l'image. J'ai adoré le traitement de l'image. Ouais. C'est granuleux, ça va très bien avec le désert. Ouais, c'est vrai. Comme tu l'as dit, la musique joue un rôle prépondérant parce que la musique ne fait qu'un avec les rêveurs. Et au contact des rêveurs, en fait, on découvre un peu cette culture, on découvre un peu leur façon de vivre, de voir les choses, leur philosophie. Et le contraste entre la famille et la recherche d'un membre perdu et ces rêveurs-là qui sont très... on fait tout à la dernière minute, etc. Le contraste est assez saisissant. Donc il y a vraiment de très bonnes choses. Après, comme souvent, j'ai l'impression que c'est le truc que je dis dans chaque vidéo, ce qui est un peu le point faible du film, c'est la trame en fait finalement. C'est-à-dire qu'au-delà du côté expérience visuelle et sonore,
l'histoire nous emmène, alors ça peut être vu comme un point positif ou négatif, mais l'histoire nous emmène vraiment dans des endroits qu'on n'attendait pas du tout. Mais après, du coup, comme on s'éloigne un peu du postulat de départ, c'est dur de pas trop en dire. Quelque part, je me suis un peu perdu en route. Oui. Je retrouve beaucoup d'intérêt sur la fin, dans la dernière partie, mais t'es un peu perdu en route quand même par moment. C'est-à-dire que ce qui au début faisait, comment dire, ce avec quoi le film t'accroche, on perd ça. En fait, exactement, parce que de toute façon, je pense que vraiment la trame c'était un alibi dans ce cas-là, parce que il y avait tellement de choses il avait tellement de choses à montrer de façon assez géniale en plus que il a fait un film en 3 films et 3 films en un film. Ouais, 3 films en un film. Donc il a fait 3 films en un film et les 3 films sont complètement différents, mais ils ont en commun ce côté très brut, ce côté très très humain au final, qui rend le film au global assez intéressant, mais assez décousu. Je suis d'accord avec toi. C'est un film qui ne ressemble à aucun autre. C'est une expérience visuelle et sonore. C'est quand même un film assez politique. Il y a quand même, comment dire, le contexte, les personnages qu'on nous présente, des marginaux, certains abîmés par la vie physiquement. Au-delà bien sûr du côté mental et du côté psychologique, vraiment abîmés physiquement par la vie. Le fait que ça se passe quand même dans le désert marocain, film espagnol, de plus en plus vers le sud, etc. Donc, et après ça les rattrape. Donc tout ça aussi un peu en toile de fond, mais Oliver Lacks le dit lui-même, il a voulu faire un film sur la vie, sur l'expérience de la vie, et Sirat, où le titre du film alors je suis pas du tout expert, mais ça serait donc un terme qui désigne une sorte d'état entre le passage entre la vie et la mort dans le Coran, donc qui est un peu, comment dire, la métaphore filée du film. Donc voilà, il a voulu faire un film quasiment métaphysique, avec une trame, comme tu l'as dit, quasiment comme une excuse secondaire, ce qui est aussi un peu la faiblesse. C'est vrai. Tout à fait. Donc voilà, mais malgré tout, c'est un film qui ne ressemble, je crois que je l'ai dit au moins 4 fois, à aucun autre. Regardez-le, faites-vous un avis. C'est un gros succès en Espagne. Je crois que quasiment un demi-million d'entrées aujourd'hui. Et on espère que le film rencontre aussi son public en France. Et puis dites-nous ce que vous en pensez. Maintenant, petite partie spoiler. Ouais. Il y a des trucs à dire là-dessus. Donc moi vraiment, le problème que j'ai avec le film, c'est que on nous accroche au début avec le personnage donc de Sergi Lopez qui cherche sa fille avec son fils qui est plus jeune, mais on perd complètement ça en cours de route. En fait, au final, on s'en fout quasiment. Le film, au deuxième et troisième acte, passe complètement de la recherche de la fille à une histoire de survie. Il y a des trucs. Bon, on peut spoiler maintenant. Bien sûr. Donc, quand il part avec les rêveurs, il part plus vers le sud parce qu'il y a une autre teuf qui est organisée là-bas et que sa fille pourrait être là-bas. En cours de route, on commence à avoir des événements qui n'ont rien à voir avec la trame, mais qui changent complètement, bouleversent le film, comme la mort de l'enfant, par exemple. Moi, honnêtement, quand la scène donc, qui arrive peut-être au bout de 3/4 1 heure, on a la moitié à peu près. Quand tu vois la voiture là, qui tombe dans le ravin, qui sont bloqués dans la montagne, c'est un effort de groupe, ils sont tous derrière le fourgon et le camion pour le pousser hors, parce qu'il s'est enfoncé dans la terre. Sauf que le gamin Esteban est rentré dans la voiture quelques dizaines de mètres, quelques mètres derrière, parce que justement c'est le ravin autour et son père lui a dit rentre dans la voiture. Pour être en sécurité. Sauf que il y a un effet de choc qui est créé au moment où il pousse le camion, le sol vibre un peu, ça fait reculer la voiture. Ça dessert le frein à main en fait. Il n'était pas bien mis, donc avec la secousse il tombe. Et là, bam, en fait, ce qui est dingue dans cette scène-là, c'est qu'on voit la voiture tomber, mais on voit pas la voiture au fond du ravin, on voit rien d'autre en fait. On voit juste la voiture tomber et on comprend tout. Ce qui est terrifiant en vrai. Moi, quand ça s'est passé, j'étais là genre. Attends, parce que je t'avoue que j'étais à un endroit, et c'est encore une fois vers le milieu du film, ça m'a un peu perdu. Je commençais un peu, pas à sombrer, mais genre un peu à me détacher un peu de ce qui se passait. Et là, tout d'un coup, tu te prends cette claque, et j'étais là genre, attends, c'est ce qui se passe là. Alors, c'est vraiment couillu comme bondissement, parce que ça arrive un peu. C'est brutal. C'est brutal on déjà. Le voit pas venir. On le voit pas venir du tout, ça arrive. L'enfant, c'est aussi un peu l'un des défauts du film, c'est-à-dire que chaque personnage, je trouve qu'il n'est pas assez fouillé. Il n'y a aucun développement de personnage. Il n'y a aucun développement de personnage, il n'y a pas vraiment d'arc un petit peu. Alors, du coup, le père, suite à la mort de Esteban, de l'enfant, il entre dans une période de deuil, clairement, il est perdu, il y a l'un des personnages qui dit autour de lui, quand il va se rendre compte de ce qui vient de se passer, il va être dans le mal, ou je ne sais plus ce qu'ils disent. Donc ça, du coup, c'est quand même assez fort, mais le film t'emmène complètement dans un autre endroit, complètement imprévisible.
Oui. Ok, donc il y a une petite phase comme ça qui dure peut-être, je sais pas, une demi-heure. Et ensuite commence le troisième acte. Ils sont donc complètement dans le désert plat, genre dans l'étendue désertique. Ils ont mis la musique à fond. Ils sont tous un peu en deuil quand même parce qu'ils sont aussi les autres personnages se sont attachés aussi au gamin, à Esteban. Oui, ils sont tous, c'est la mort d'un enfant, donc forcément. D'un enfant qui était avec eux depuis quelques jours, donc voilà, ils sont tous sous le choc et en deuil, donc ils se mettent tous à danser. Et tout d'un coup, sur une réplique qui est quand même prémonitoire, alors on peut voir ça comme de l'humour noir, l'un des personnages saute sur une mine. Ouais. Deuxième choc où tu te dis qu'est-ce qui se passe encore une fois, ça vient de nulle part. Et après ça, ils se rendent compte qu'ils sont sur un champ de mine et ils vont essayer de s'en sortir dans une période de survival pendant encore une demi-heure. Et ce qui entre dans la dernière partie du film. Alors j'étais un peu partagé pendant ce moment-là parce que c'est à la fois très prenant parce que tu te dis, ils y passent, t'as la moitié du groupe qui est décimé, ils y passent un par un. Et tu te dis, alors forcément c'est fort, on s'est quand même un peu attaché à ces personnages, même si encore une fois ils sont pas assez travaillés, je pense. Non. On s'y est quand même un peu attaché. C'est très unidimensionnel en fait. Ouais, mais c'est un peu facile du coup. C'est un peu. Le film t'amène là, ok. Forcément, t'as pas envie que les personnages y passent, donc t'es sous tension. Mais en même temps, on les connaît pas. Oui, l'enjeu, il y a une différence entre tension et enjeu. On ne sait pas lier au personnage, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux. Alors qu'il y a énormément de tension parce qu'ils sont sur un champ de mine. J'ai l'impression que ces rebondissements-là, pour moi, c'est genre la chute de la voiture et l'explosion, la première explosion. C'est comme si l'axe s'est dit, bon là ça fait une dizaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes qu'on est sur de la contemplation, sur un rythme très lent, etc. Je vais réveiller le spectateur, je vais lui montrer un truc qui va complètement le remettre dans le film. Sauf que ça part dans l'autre sens. Donc c'est pas inintéressant, ça me donne des moments forts, mais du coup, alors moi quand je suis sorti du film, après donc ces deuxième acte et troisième acte complètement différents et inattendus, je suis sorti un peu abasourdi, un peu en me disant qu'est-ce que je viens de voir, en me disant ça n'avait pas de sens, et en même temps c'est resté. Donc je pense que là, c'est là qu'est le côté un peu expérience, métaphysique quasiment. L'axe dit qu'il voulait faire un film sur la vie, sur la mort, sur comment gérer la mort dans la vie. Le gars se dit lui-même spirituel. On sent ses influences, parce que tu as mentionné Vincent tout à l'heure. Ça m'a rappelé des films que j'avais regardés où j'ai eu la même impression en sortant. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai regardé? Mais ça reste, tu y penses et tu continues d'y penser. La musique joue un rôle central. La musique est source de vie et source de mort. La musique, en gros, est le personnage principal du film. C'est vrai. Donc, en utilisant quelque chose d'intangible pour rétablir ce parallèle entre la vie et la mort, c'est une communauté qui se rassemble autour de ça et qui en fait leur principale personnalité. Et c'est ce qu'on voit un peu avec les rêveurs parce que c'est tellement unidimensionnel qu'on n'arrive pas à en savoir plus sur eux. En plus, je pense qu'ils doivent avoir des histoires passionnantes à raconter, vu là où ils sont arrivés. Genre, sur comment on en est arrivé là, il y avait de belles histoires à raconter, mais c'est absolument pas creusé. C'est vrai, j'aurais bien aimé que tous ces aspects-là soient plus liés, je ne sais pas comment, mais c'est là qu'est le job du scénariste ou des scénaristes. Mais le postulat de départ qui est retrouver la fille, on oublie complètement. La mort de l'enfant, ok, ça devient un deuil, mais après, finalement, dans la dernière partie, c'est une arrière-pensée, on n'y est même plus, on est plus dans la survie pure. Alors du coup, encore une fois, sur le côté, je fais un film sur la vie, avec, selon Oliver Lacks, avec le côté inattendu, imprévisible, comique dans un sens noir, hyper noir, enfin ironique plutôt comique. Donc il a jeté plein de choses, alors qui peuvent certes représenter la vie, sauf que là, un film, c'est quand même une histoire. Et du coup, ça manque un peu de liant peut-être entre les différentes phases du film. Pour moi, l'histoire au final, c'est juste l'histoire du personnage de Sergi Lopez qui est dans une descente aux enfers, qui passe de père de famille à perdre sa première fille, perdre son deuxième enfant et se retrouver sur un champ de mine derrière et à carrément à risquer de perdre sa vie, quoi. Ouais. Donc c'est le seul fil conducteur entre les trois parties qu'on peut vraiment suivre. On dit ok, c'est plus ou moins l'acteur principal a un parcours qu'il fait sur le long, mais à part ça, c'est pas très élaboré, quoi. C'est vrai. Donc voilà, c'est un peu la faiblesse du film. Malgré tout, on l'a dit dans la première partie de cette vidéo, expérience sensorielle très forte. C'est pas un grand film. Je pense qu'il manquait encore une fois un scénario plus précis pour en faire un grand film. Mais je pense qu'Oliver Lacks, s'il refait un film après ça et qu'il a un scénario plus abouti, en gardant les mêmes thèmes, peut-être les mêmes obsessions, c'est un auteur, il pourrait faire des grands films. Ah ouais, clairement, j'attends avec impatience son prochain film parce que je sens un énorme potentiel dans la réalisation. C'est quelqu'un qui aime l'image et qui en plus aime la musique et sait s'en servir. Donc au final,
la combinaison des deux, avec des personnages un peu plus fouillés, avec de vraies histoires à raconter, ça peut faire un carnage. Ouais. Quelle note tu donnerais comme ça pour Sirat? Je mettrais un 7. Oui, d'accord. Voilà, je pense que ça vaut vraiment un 7 parce que c'est un film qui est au-dessus du lot, mais ses faiblesses le tirent un peu vers le bas. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Ça fait plaisir aussi pour une fois de parler d'un film qui est ni un remake, ni film un original, prequel. bien sûr. Là, c'est une idée originale, c'est vraiment du pur cinéma, quoi. Film d'auteur original, assez exigeant, mais qui a de grandes qualités qui valent le coup. Bon, je pense qu'on a tout dit. Donc oui, merci si vous êtes restés avec nous jusqu'ici. Dites-nous vous aussi ce que vous pensez de Sirat, et à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Ciao.